Bonsoir Charlotte Rocoquillon. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes spécialiste des États-Unis, chercheuse à l'Institut français de géopolitique. Est-ce la tuerie de trop? Est-ce qu'il va y avoir un sursaut aux États-Unis? Malheureusement, je ne crois pas du tout. Il y aurait pu y avoir un sursaut après Sandy Hook en 2012, il y a bientôt 10 ans. Il y aurait pu y avoir un sursaut après Parkland en 2017. Il y aurait pu y avoir un sursaut après Columbine en 1999 et il n'y en a pas eu. L'attachement des Américains à leur droit fondamental et inaliénable à porter des armes est beaucoup trop important. Et puis, bon, on va peut-être en parler après, mais il y a des enjeux politiques aussi très, très forts. Elisabeth Guedel, je reviens vers vous pour une autre question qui provoque aussi la sidération. C'est d'abord l'âge, bien sûr, de l'assaillant, 18 ans. Et comment expliquer qu'il soit autant armé? Écoutez, il s'était offert ses fusils d'assaut pour son anniversaire à 18 ans. Ça, c'est vraiment une situation un petit peu étrange pour beaucoup de Français. C'est de voir ces Américains à 18 ans qui peuvent s'acheter une arme en toute légalité alors qu'ils ne peuvent pas, par exemple, boire avant 21 ans. C'est le cas au Texas. Alors, l'âge pour acheter une arme, évidemment, varie en fonction des États. Ce n'est pas le cas, par exemple, dans l'État de New York. Mais on peut très bien s'acheter un fusil d'assaut 3 ans avant de pouvoir boire une canette de bière. C'est vraiment une situation d'ailleurs qui revient sans arrêt. Là, des élus du Congrès dénoncent, des élus démocrates dénoncent ce genre de situation absolument aberrante. Merci beaucoup Elisabeth pour toutes ces précisions en direct des États-Unis. Vous évoquiez il y a quelques instants la tuerie de Sandy Hook. Il y a 10 ans, il y avait eu 28 morts. On va regarder ces chiffres qui font froid dans le dos. Plus de 4000 enfants tués par arme à feu aux États-Unis pour la seule année 2020. Première cause de mortalité pour les moins de 20 ans aux États-Unis, source du New England Journal of Medicine. 18 ans, donc, on le disait, ce jeune homme qui est passé à l'acte. Que sait-on de ses motivations? Pourquoi a-t-il commis ce crime? Élément de réponse avec Mathieu Sarfati. Voici le jeune homme qui serait l'auteur de la tuerie dans l'école d'Uvalde. La photo émane des enquêteurs. Salvador Ramos, 18 ans, citoyen américain, était scolarisé dans le lycée voisin. D'autres photos circulent sur les réseaux sociaux. Elles proviendraient du compte Instagram du tueur présumé. On le voit se photographiant et à côté, une arme automatique et un chargeur. Un ancien camarade de classe a affirmé que Salvador Ramos lui avait montré des photos d'une arme et d'un sac plein de munitions quelques jours avant le drame. Cette autre image de vidéosurveillance montre le tueur armé juste avant de pénétrer dans l'école. Des sources policières racontent qu'avant la fusillade, le jeune homme aurait également tiré sur sa grand-mère de 66 ans. L'enquête tente désormais de déterminer ses motivations. S'agit-il d'un jeune homme aux problèmes psychiatriques, d'un suprémaciste? Un ancien camarade aurait raconté aux enquêteurs que Salvador Ramos faisait souvent l'objet de moqueries en classe en raison de la situation financière de sa famille. L'école où il a commis ses crimes comptait une majorité d'enfants hispaniques, comme lui. Alors cette fois-ci, les choses peuvent-elles changer? Charlotte Rocoquillon, vous l'avez dit, pas vraiment. Pourtant, Joe Biden veut y croire. Il appelle à affronter, dit-il, le lobby des armes, à commencer par celui de la NRA, la toute puissante. Est-ce que c'est possible? Le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement la NRA. La NRA s'appuie aussi sur une base très forte de militants et de membres de cette association qui sont très convaincus et très attachés à leur port d'armes. Et une partie d'entre eux, pas tous, mais une partie d'entre eux pensent même que la NRA est devenue trop molle, trop douce sur la question des armes et ne sont pas prêts à faire des compromis. Il y a ce mouvement qu'on appelle pas de compromis du tout. Donc on voit bien que la NRA s'appuie là-dessus. Finance des hommes, des élus et des personnalités politiques. Elle leur met des notes, paraît-il, aux hommes politiques en fonction des positions qu'ils prennent. En fonction de leur position, mais il faut bien voir que d'abord il y a donc ces financements de campagne qui sont des incitations très importantes pour ces élus à voter ou proposer des lois, introduire des lois et des propositions de loi en fonction des propositions de la NRA. Mais on observe aussi que les détenteurs d'armes sont des citoyens très actifs politiquement. Ils sont beaucoup plus enclins que les non-détenteurs d'armes à écrire à leurs élus, à se rallier à des manifestations, à des groupements comme la NRA, etc. Et donc leur voix pèse beaucoup aussi. Et ça compte. Alors on va écouter un responsable démocrate, pas n'importe quel État, puisqu'il s'agit du Connecticut, là où il y a eu la tuerie de Sandy Hook il y a 10 ans. Il s'agit de Chris Murphy, appel solennel donc aux Républicains.
Je suis ici dans cette salle pour supplier, pour littéralement me mettre à genoux et supplier mes collègues. Trouvez un moyen d'avancer. Travaillez avec nous pour trouver un moyen d'adopter des lois qui rendent ce genre de situation moins probable. Pourquoi êtes-vous ici? Si ce n'est pour résoudre un problème aussi existentiel que celui-ci. Ce n'est pas inévitable. Ces enfants n'ont pas été malchanceux. Cela n'arrive que dans ce pays et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, les enfants vont à l'école en pensant qu'ils pourraient être abattus ce jour-là. Voilà, les républicains peuvent-ils changer leur ligne? Alors, les républicains, sans doute pas, et même chez les démocrates, c'est compliqué. Et le débat, il n'est pas pour ou contre les armes, il est pour ou contre plus ou moins de législation et d'encadrement de l'accès aux armes. Ce que vient de dire cet élu sur le fait que ce n'est pas un hasard et que c'est quelque chose qui est permis et autorisé par la loi, c'est tout à fait vrai. On observe qu'au fur et à mesure des années, il y a plutôt eu une protection de plus en plus importante du droit au port d'armes que l'inverse. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut légiférer. Et je voudrais juste ajouter que les quelques mesurettes consensuelles comme les background checks ou éventuellement l'accès aux armes pour les personnes avec des problèmes de santé mentale sont seulement des petites mesures. Mais on parle bien aussi, Joe Biden l'a dit, on parle surtout des armes automatiques. Il y a quand même, c'est pas... mais là-dessus, il n'y a pas de consensus. Ouais. Là-dessus, les clivages entre les républicains et les démocrates sont très importants. Les clivages entre les possesseurs d'armes et les non-possesseurs d'armes sont très importants. Donc, il n'y a pas du tout d'unanimité dans la société. Et vous l'avez dit, malgré tous ces drames, on s'arme encore plus aux États-Unis. Quelques chiffres. Production annuelle d'armes à feu aux États-Unis, 3 900 000 en 2000, c'est quasiment 4 millions, 11 300 000 en 2020, donc 20 ans plus tard, on est passé de 4 à plus de 11. Source ministère américain de la Justice. Autre chiffre qui dit aussi des choses, le nombre d'entreprises qui fabriquent des armes aux États-Unis, plus de 2200 en 2000, quasiment 17 000 en 2020. Pour ce panneau, des chiffres ahurissants. Et pour l'instant, que fait-on quand il y a un tel drame? Ted Cruz, le sénateur américain, dit il faut armer les policiers devant les écoles. Un procureur général dit qu'il faut armer les enseignants. Ça avait été une proposition de Donald Trump aussi, d'ailleurs, pendant son mandat. Parce que selon eux, le problème, c'est pas les armes, c'est les personnes qui portent des armes et qui les utilisent à mauvais escient. Et que donc, le problème, c'est de condamner... De poursuivre et de condamner, y compris sévèrement. De toute façon, c'est cohérent avec leur système idéologique, mais de condamner les personnes, les criminels qui utiliseraient à mauvais escient les armes, mais de protéger à tout prix le droit des bons Américains et des bons citoyens, bons détenteurs d'armes et responsables. Est-ce qu'en quelque sorte, on ne l'a pas dit, si on modifie la Constitution américaine, mais là encore, c'est mission impossible, le fameux amendement 2 qui garantit... Non, c'est impossible. Parce que déjà, sur le plan institutionnel et ça nécessite pragmatique, une modification de la Constitution, c'est inenvisageable. Et de toute façon, il n'y a pas d'Américains ou très très peu d'Américains qui veulent interdire les armes. Certains veulent juste encadrer plus fortement leur accès et leur utilisation. C'est tout. Merci beaucoup Charlotte Recoquillon, spécialiste des États-Unis, d'avoir aidé nos téléspectatrices et téléspectateurs à mieux comprendre donc ce qui se passe aux États-Unis après un tel drame. Merci à vous.